Bonjour à vous trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Devoir. On va discuter d'avenir de Québec solidaire, d'avenir de la gauche, d'avenir du mouvement indépendantiste, l'avenir des Québécois, de leur langue, de leur culture et d'avenir de la planète. Ruba Gazal, bonjour. Émilie Lessard-Terrien, bonjour. Christine Labrie, bonjour. Votre espoir de former l'opposition officielle s'est envolé le soir des dernières élections générales, le 3 octobre 2022. QS a gagné un siège de plus qu'en 2018, mais a obtenu 15 000 votes de moins. Le problème, c'était quoi? Le programme ou la façon de le présenter, de l'expliquer à l'électorat québécois? Ruba Gazal? Bien, premièrement, il faut dire qu'on a maintenu quand même nos appuis parce que c'est pas évident un parti de gauche comme Québec solidaire qui n'est pas né d'un autre parti qui existait déjà, qui vient de la base, des mouvements sociaux, du communautaire, qui arrive là où on est rendu. Puis c'est vrai que c'est la première fois que Québec solidaire n'a pas accru ses appuis. On l'a déjà dit, ça fait 1 an qu'on fait un bilan. Il y a eu des erreurs, notamment la fameuse, je ne vais pas l'appeler de par son surnom, c'est-à-dire taxer les grandes fortunes, le fait que ce soit 1 million, et aussi sur les véhicules. Donc ça, c'est des erreurs qui ont été faites. François Legault disait la de façon taxe orange. de taxe orange, la façon que ça a été calibré. Ça a fait mal, c'est sûr, à la campagne. On fait des choix quand on est en campagne électorale de prioriser certaines choses. Est-ce que ça a toujours été les bons choix? Est-ce qu'on a bien présenté effectivement les enjeux qu'on a mis sur la place publique? Est-ce qu'on est allé solliciter les bons affects? Moi, c'est la question que je pose après cette campagne-là. Est-ce qu'on a été trop sur le rationnel, pas assez sur l'émotif? Je pense que les gens, quand ils votent, c'est pas juste rationnel, c'est aussi beaucoup avec le cœur, c'est avec l'affect, puis on n'a peut-être pas été assez sollicité cet aspect. Je pense qu'il y a aussi une conjoncture qui était importante lors de la dernière élection, au-delà de ces erreurs-là. Les gens voulaient donner une deuxième chance au gouvernement de François Legault, qu'ils avaient choisi pour remplacer les libéraux l'élection d'avant, puis qu'ils n'avaient pas l'impression que la CAQ avait bénéficié d'un vrai mandat à cause de la pandémie. Même si en nombre de votes, on a baissé, on est sorti plus fort que jamais. On est beaucoup mieux équipé que jamais pour faire campagne partout à travers le Québec. Moi, je trouve ça motivant pour la suite. QS a perdu des points de pourcentage dans 45 circonscriptions rurales ou de banlieue. On a parlé de fracture géographique, à laquelle on peut ajouter également une fracture générationnelle. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à ces deux fractures-là? Quand on regarde les résultats de façon beaucoup plus détaillée, partout, il y a des centres urbains. Même dans les régions plus éloignées, il y a des centres urbains, là où il y a des universités, là où il y a des cégeps. Puis là, on fait toujours mieux qu'en banlieue ou dans la ruralité ou semi-ruralité. Fait que là, on peut pas... Il va falloir prioriser. On peut pas tirer partout, aller partout. Et moi, c'est pour ça que je me dis peut-être que dans notre angle mort, il y a les banlieues qu'on regarde pas assez. La question de percer dans les régions, puis chez des générations plus âgées, est vraiment intéressante parce que la majorité de nos membres sont en dehors de Montréal. On vient tous les trois de faire une tournée. Moi, plus de la moitié des membres que j'ai rencontrés avaient probablement en haut de 50 ans. Des têtes blanches, il y en a en masse. C'est souvent majoritaire dans les assemblées qu'on fait. Pour relever ce défi-là, j'ai l'impression que ce qu'on doit faire, c'est mettre davantage à contribution encore nos membres, utiliser cette intelligence collective-là, mieux travailler en équipe pour s'assurer que quand on met de l'avant une idée, nos membres ils ont été partie prenante pour élaborer cette idée-là. Je pense que c'est important d'avoir un discours dans lequel les gens vont se reconnaître. Puis en ce moment, c'est un discours qui est beaucoup réfléchi à partir des grands centres, à partir d'une réalité qui est propre au milieu aussi peu densément peuplé, puis moins réfléchi à partir, des régions, de l'arrière-pays ou des milieux qui sont peu densément peuplés, et bien qu'ils ont chacune leur réalité, il y a des grands dénominateurs communs. Est-ce que Ruba Gazal devrait être disqualifiée de la course parce qu'elle est députée de Montréal? Ah, absolument pas. Pas Parce du que tout. je suis plus vieille, fait que ça, c'est correct. Ben non, puis c'est pas son adresse qui détermine sa capacité à porter les enjeux des régions. Bien sûr que non. Encore faut-il que les gens en dehors de Montréal soient attentifs à ce que Québec solidaire fait. Et ce symbole-là, de choisir un de nos deux co-porte-parole qui n'est pas de Montréal, il est important pour décoller l'étiquette de parti montréalais. Il faut faire attention aux solutions magiques et symboliques en pensant qu'en mettant ça, en ayant ce symbole-là, que ça va régler tout si on ne change rien d'autre. Est-ce qu'on élargit la tente en allant vers le centre ou on garde dans notre cahier de propositions des propositions qui sont peut-être audacieuses, radicales,
même si ça peut effrayer une certaine partie de l'électorat. C'est ça, des fois, qui crée certaines craintes à l'égard du Québec solidaire. C'est pas nécessairement la radicalité de certaines de nos propositions, c'est le sentiment qu'on veut tout faire en même temps. Ça crée des insécurités. Puis je le comprends, bien honnêtement, que ça puisse créer ce sentiment d'insécurité-là, mais les transformations radicales qu'on propose, on en a besoin. Sur la question du recentrage, moi, j'ai toujours un certain malaise avec ça, où on a tout ce qu'il faut en ce moment sans avoir besoin de se recentrer pour justement affronter les crises qui se profilent. Puis des fois, c'est juste dans la façon de les amener. Parler de souveraineté alimentaire, parler de la résilience qu'on va développer dans chacune des régions, dans chacune des communautés, puis de se réapproprier ce pouvoir-là. Ça va pas bien, tu sais, au Québec. Ça ne va pas bien. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis la solution, elle va venir de la gauche. Quel pouvoir dans un Québec pays, dans un Québec province, devrait être transféré vers quoi, les municipalités, les MRC? Ça peut être je veux dire, la réappropriation du pouvoir, c'est pas juste vrai pour les régions, là, c'est vrai pour les villes, c'est vrai pour les banlieues, c'est vrai pour les municipalités. Tout le monde a soif d'avoir un petit peu plus de prise sur sa vie puis sur le développement de sa communauté. C'est ça que ça va nous permettre, l'indépendance. Là, le parti est en train de faire une tournée dans les régions. Il va falloir aussi faire des tournées de ces travailleurs, travailleuses qui sont dans les usines pour voir avec eux comment articuler ce projet-là. Il faut que ces gens-là, la majorité, donc, qui travaillent, puissent visualiser, ça veut dire quoi comme opportunité pour eux et leurs enfants de transformer notre économie pour qu'elle soit en respect avec l'environnement, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais que ce soit aussi des opportunités d'emploi. Puis ça, on n'y est pas encore arrivé, c'est pas très concret. D'ici au rendez-vous électoral de 2026, êtes-vous condamné à jouer le rôle d'un, je cite, tribun zombie effacé, scripté, impropre à faire l'histoire, comme écrit l'ex-député de Tachereau, Mais c'est de la poésie, c'est beau. Je me sens pas comme ça. Puis Catherine, je l'appréciais beaucoup. Elle mettait de la lumière dans notre travail quand elle était là à l'Assemblée nationale avec nous. Mais moi, je me sens pas scriptée. Là. J'écris moi-même chacune de mes interventions, chacune de mes publications sur les réseaux sociaux. Je les fais pas valider par personne avant de faire ces prises de parole-là. Je me sens tout à fait libre de m'exprimer. Puis le travail que je fais, pour moi, il y a du sens. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois est la meilleure personne à l'heure actuelle pour le poste de chef parlementaire? Assurément. Oui. Puis comme vous voyez, ça se rue pour travailler avec lui. Mais moi, j'aimerais dire, tu sais, je veux pas commenter personnellement, individualiser, mais Catherine et Gabriel ont quelque chose de très fort en commun. C'est que tous les deux nourrissent le courage de l'action. Puis ça, c'est extrêmement important. Ils le font de façon différente, mais ils incitent aux gens à s'engager. Gabriel n'est pas parfait. Moi, quand je vais devenir porte-parole, vous me direz, vous, là, je ne serai pas parfaite. C'est impossible. Et il y a une pression. Je veux dire, Gabriel, il a 33 ans. Moi, quand j'avais 33 ans, puis aujourd'hui, j'ai presque 46, là, je veux dire, il y a un cheminement qu'il fait. Lui-même, il en a parlé hier, il fait un cheminement. Et c'est tout à fait normal, ce travail-là, je veux dire, de porter, de tenir ensemble une aile parlementaire et tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de pression. Puis Catherine, elle a vécu quelque chose qui est triste, puis elle en parle, puis ça fait partie probablement de sa thérapie. Des fois, on a vécu des choses et tout ça. C'est quand même notre amie. Moi, je l'adore, Catherine, je l'aime. Puis j'adore Gabriel, puis je l'aime. Ah, ça se peut qu'on aime quelqu'un, deux personnes qui peut-être ne s'entendent pas bien, puis c'est des choses qui arrivent. J'ai pas du tout vécu la même expérience qu'elle, mais pas du tout.